condense toutes ses expertises dans un métier qui est le créatif stratégiste et qui lui répond aux besoins qu'ont les marques sur ces plateformes, c'est-à-dire de la vélocité. Et c'est un peu ce schéma de ces input, output. Au milieu, tu as la creative stratégie. Donc, les inputs, c'est tout ce que ta marque possède. Et la creative stratégie, ça sort des visuels qui sont, eux, diffusés, sur lesquels tu vas apprendre des choses. Et les choses que tu apprends, il faut qu'ils reviennent dans le capital de ta marque pour ensuite repartir à chaque fois, tu vois. Si on va dans le secteur de la mode, on accompagne Eden Park. En fait, tu vas pas réinventer la consommation de vêtements en ligne. Nous, notre rôle, c'est en fait de se calquer sur le rythme de la marque et sur les comportements d'achat. Tous ces indicateurs qui te disent si oui ou non une créa est performante sur le papier. Mais ce que ça te dit pas, souvent, c'est... Bon bah écoute, Geeks, on est parti. On va parler de créa aujourd'hui. Je vais expliquer d'abord à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent sur YouTube pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode ensemble aujourd'hui. Donc, il y a pas longtemps, j'ai sorti une petite conférence qui s'appelle « Comment créer une machine d'acquisition qui ne plafonne pas ?» et dedans, je donne 3 plateaux qui sont un peu indicatifs de 90% des cas de plateaux en acquisition qu'on rencontre. Il y en a un, c'est le plateau d'allocation, donc allouer son budget au mauvais endroit. Et ensuite, le plateau des bonnes pratiques, c'est-à-dire tu sais pas faire ton media buying. Et le troisième plateau, c'est le plateau créatif. En gros, donc tu n'arrives pas à augmenter ton investissement de façon... alors je vais dire linéaire, mais bon, tu n'arrives pas à faire en sorte que l'argent que tu vas dépenser en plus dans ta machine d'acquisition se transforme en croissance. Et tu vas être capé par le fait que tu ne sais pas t'adresser à tes clients. Ce qui pose en fait 2 problèmes. C'est-à-dire que ne pas savoir s'adresser à ses clients, c'est payer trop cher les impressions. Et ensuite, c'est passer à côté de placements, enfin de partie de l'audience que tu vas pouvoir toucher qu'avec des messages en particulier. Donc en gros, il y a toute une partie de l'audience qui va être sensible qu'à un discours. Et le fait de ne pas être capable de produire une créa avec le bon message et le bon format pour la toucher fait que du coup, tu vas être cloisonné dans une petite partie de l'audience et pas réussir à les toucher. Donc en gros, tout ça, c'est juste, si j'en parle, c'est pour remettre un peu le cadre sur pourquoi est-ce que la problématique créative elle est importante. Donc toi, Guillaume, tu es le CEO du Labo, donc le studio créatif que tu pilotes depuis maintenant, ça va faire 4 ans, un peu plus que 4 ans. Donc je te laisserai nous raconter, ça va d'ailleurs être le tout début de cet échange, un peu l'histoire du Labo. Et donc ton travail, c'est, donc tu pilotes une équipe de creative stratégistes qui produisent donc des créas en publicité, mais pas que, pour un certain nombre de clients dont on pourra, je te laisserai un peu nommer quelques noms si tu veux dans cet échange. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu l'histoire du Labo? Oui, carrément. Avant ça, je vais juste revenir sur un point que tu disais, c'est même pas payer ses impressions trop chères, c'est payer des impressions pour rien. Parce que quand tu fais pas des bonnes créas, quand tu fais pas passer le bon message, que tu te dépenses et que tu exposes des messages qui sont pas les bons à des audiences qui sont peut-être les bonnes ou pas les bonnes du tout, ça va dépendre du plateau media buying. Tu fous de l'argent en l'air et ça, c'est dommage, quoi. Mais donc, ouais, en effet, moi, je suis le CEO du Labo. Donc, le Labo, c'est, on va dire, une agence qui existe depuis 4 ans, qui s'est construite en même temps que le groupe Kudak, qui s'est construit en même temps que la Kudak, la partie performance, et c'est indépendant depuis 2 ans maintenant. Et donc c'est une équipe d'une dizaine de personnes, principalement composée de créatifs stratégistes. Et nous, notre mission, c'est d'aider nos clients à mieux parler à leurs clients et à leurs futurs clients. Peut-être que tu peux nous dire, parce qu'au début, en fait, on était 3 au démarrage, il y avait Paul, toi et moi. Si je caricature, j'épargne quelques détails. On embrasse David, évidemment, qui a beaucoup aidé au démarrage de Kodak. mais on a rapidement été 3 à bosser là-dedans, ce qui nous a en fait donné alors c'était pas une triple menace, c'était la double menace, on avait le media buying et la créa. Tu peux nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que c'est le Labo s'est émancipé de Kodak? En fait, c'est vrai qu'au début, quand on s'est retrouvé à 3, à 4, à 5, etc., c'était pour piloter des campagnes Facebook Ads pour des clients. Et donc, vous aviez fait le parti pris de vous dire, en gros, aujourd'hui, pour faire des bonnes campagnes Facebook Ads, c'est peut-être plus intéressant de dépenser moins, d'allouer du budget à de la production de créa, et ces créas, les diffuser, justement, d'avoir le bon message, la bonne créa pour les montrer aux bonnes personnes. Et donc nous, on s'est construit là-dessus. C'est l'idée qu'en fait, on était des créateurs, on était des producteurs de créa performantes pour des social ads, spécifiquement pour Meta, pour Facebook Ads à l'époque. Et donc on a grandi là-dessus, on a accompagné plein de marques. Et un jour, en fait, ce message, il s'est quand même bien diffusé de la performance Facebook Ads par la créa, au point que les gens nous connaissaient pour ça. Et du coup, ils avaient l'impression que, en fait, quand on bossait avec Kudak, on bossait et avec la performance et avec la créa. Et donc, pourquoi ça s'est émancipé? C'est parce qu'en fait, il y avait plein de marques qui avaient déjà des équipes d'acquisition en interne. Et donc, nous, on a créé le Labo pour justement adresser ces marques uniquement sur la partie créative, parce qu'il y avait il y avait plein de marques qui avaient besoin de nous, qui avaient cette partie trafic, mais pas cette partie créa en interne. Et donc, nous, on s'est imposé on s'est positionné comme un studio indépendant pour accompagner aussi ces marques et pas juste des marques sur la double expertise, quoi. À l'époque, on ne parlait même pas de créatif stratégiste. Aujourd'hui, le nom est très clair pour les gens qui font les créas pour les ads. À l'époque, ça n'existait pas.
C'est encore un métier un peu flou, même en France. C'est marrant, parce que pour le coup, au moins le nom du métier est quand même connu maintenant. Je pense que ça fait bien 2-3 ans qu'on l'emploie régulièrement dans des conversations, et pas que nous. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste ? Ouais, bah ça c'est marrant parce que c'était en fait un cours que j'avais à l'école au début de Coudec, et il y avait un cours de creative stratégie, et justement c'était une prof qui nous expliquait comment prendre des enjeux de marque et de produire des contenus pour les réseaux sociaux qui répondent à ces enjeux. Et quand on avait commencé à faire tout notre travail de comment est-ce qu'on nomme les gens chez nous, on s'était dit, attends, creative stratégie, c'est stylé, ça répond bien à ça. Et donc, on avait appliqué ce nom. Et puis après, de toute façon, il était déjà existant aux US, mais bon, on regardait pas. Mais je crois qu'on l'a pas pompé. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on l'a pas pris ailleurs. Alors, c'était peut-être une réunion de cerveau ou alors quelque chose inconsciemment qu'on avait dû consommer quelque part. Moi, je pense vraiment que ça vient de ce cours parce que elle, typiquement, elle faisait pas des contenus. Enfin, c'était du coup une prof qui était aussi une indépendante. Et elle faisait pas des contenus spécifiquement pour de l'ADS, mais c'était vraiment des contenus spécifiquement pour les réseaux sociaux. Et nous, je pense que c'est là qu'on l'a pris et qu'on s'est dit, la réflexion, je crois, à l'époque, c'était il faut qu'on ait des noms qui soient pas benchmarkables pour pas que les gens nous volent les personnes qui sont chez nous. Au cas où que tout le monde faisait la queue. Je pense que c'était un raisonnement le plus illogique, plus ridicule de la Terre. C'est pour quand tu tapes dans LinkedIn le nom, on se t'appelait pas genre Media Buyer, ça a été... C'était très prétentieux, mais c'était bien. Mais c'est comme ça que Performance Manager aussi a vu le jour, ça pour le coup. Mais Creative Strategy, c'est très marrant que ça soit devenu après le nom des gens qui font les apps, parce qu'on l'a pas trouvé comme ça. Ouais, mais bref. Ça, maintenant, tu le vois dans toutes les agences. En fait, le Creative Strategist, c'est un métier qui est intéressant parce que historiquement, en fait, dans les agences de pub et tout, dans les agences créatives, t'as plein de métiers qui sont le concepteur-rédacteur, le directeur artistique, le chef de projet, le média planner, etc. En fait, tout ça, c'est quand même très calqué sur les modèles qui sont des modèles télé, des modèles print, des modèles, on va dire, des modèles qui sont un peu plus anciens et en fait qui demandaient des grosses équipes avec une pluralité de compétences pour produire la campagne télé de l'année. Aujourd'hui, nous, on fait des visuels pour Instagram, pour des publicités, des visuels pour YouTube, des visuels pour des petites plateformes. T'as plus besoin d'avoir en fait toutes ces compétences de façon super sophistiquée et puis de toute façon même tout ce qui est logiciel et tout, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et donc en fait, tu condenses toutes ces expertises dans un métier qui est le creative stratégiste et qui lui répond aux besoins qu'ont les marques sur ces plateformes, c'est-à-dire de la vélocité. Ce que tu appelles vélocité, c'est quantité et rapidité de production. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, moi, même chose à l'école, j'avais eu des cours où tu avais des intervenants qui venaient nous présenter comment est-ce qu'ils avaient construit dans des équipes de 100 personnes. On avait eu le mec qui avait notamment créé l'Odyssée de quartier. Il te raconte que c'est 1 an de travail, que ça c'est 1,5 million de budget, tu vois, la publicité. T'es là, en fait, si toi, pour tes publicités Instagram, c'est pas possible, quoi. C'est plus du tout adapté. Et surtout que là, on parle il y a 4 ans, c'était Facebook, Instagram. Aujourd'hui, c'est Snapchat, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est Criteo, c'est toutes ces plateformes. Et en fait, si demain, tu as une opération et que ton année, elle repose un peu là-dessus, sauf que le mois d'avant, tu avais aussi une opération, le mois aussi d'avant, tu avais encore une opération, tu avais un nouveau produit qui est sorti à ce moment-là, etc. En fait, c'est pas possible de passer 3 mois sur de la production de créa. Donc, en fait, tu as besoin de la vélocité. C'est tout simplement, tu as besoin d'avoir systématiquement des créas qui sont produites, disponibles, qui répondent bien à tes objectifs, déclinées pour toutes les plateformes que tu couvres. Et donc, c'est ça que j'entends par vélocité. Ouais. C'est marrant parce que du coup, la semaine dernière, il y avait une petite conf chez Meta où ils parlaient de brand equity. C'était vraiment une partie sur toutes les fonctionnalités que Meta propose là-dessus. Et maintenant, ils communiquent d'eux-mêmes sur un message qui est The death of the big idea, la mort de la grande idée. J'ai l'impression ils le présentent vraiment comme ce qui amène ce problème-là. Bon, ils le présentent sous l'angle de l'IA, toujours. Ils disent, maintenant, en fait, l'IA va remplacer ce truc-là par plein de mini-idées. Mais ce qui a à la base, en fait, entraîné ce phénomène-là, c'est plutôt que juste qu'on a eu accès à énormément de data sur les créas. Et c'est très connecté en fait au métier de creative stratégiste qui est arrivé parce qu'on avait besoin de personnes qui étaient plus juste des créatifs et qui devaient regarder qui devaient comprendre ce qu'ils étaient en train de produire, c'est ça ? Oui, et c'est aussi ça le gros changement entre la publicité traditionnelle et la publicité qu'on fait aujourd'hui. C'est au milieu de tout ça, il y a la data qui est apparue. Et la data, c'est tout simple, quoi. Avant, quand tu t'imprimais une pub TV, quand t'imprimais un spot que tu mettais à l'abribus, etc., t'avais pas les impressions, les retours sur investissement qui sont associés. Aujourd'hui, sur n'importe quel support que tu produis et que tu diffuses, que ce soit même en organique, aujourd'hui, tu as tes impressions, tu as tes taux de clics, etc. Tout ça, en fait, c'est des données qui doivent nourrir ta marque, tes pratiques. Et c'est un peu ce schéma de input, output. Au milieu, tu as la creative stratégie. Donc, les inputs, c'est tout ce que ta marque possède.
que ce soit ses ressources, ses produits, sa culture, enfin ses valeurs, tout ça, tous les messages. Tu mets tout ça dans de la creative stratégie. La creative stratégie, ça sort des visuels qui sont, eux, diffusés, sur lesquels tu vas apprendre des choses. Et les choses que tu apprends, il faut qu'ils reviennent dans le capital de ta marque pour ensuite repartir à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est super important, c'est que la data, aujourd'hui, c'est une arme de fou. Et là où les créatifs stratégistes, c'était d'ailleurs toute la complexité des débuts de Kudak, et du labo, c'était on recrutait des graphistes et on devait leur apprendre à lire de la data. Parce que ça, à l'école, nous, on nous apprend à faire des beaux moodboards et tout, mais on ne nous apprend pas à lire de la data. C'est normal parce que les gens qui nous l'apprennent n'avaient pas besoin de le faire à leur époque. Et du coup, le truc le métier de créatif stratégiste, c'est je suis capable de comprendre une marque, comprendre la cible de cette marque, comprendre ce que j'ai qui est à disposition. Tout ça, je le mets dans des briefs. Je le mets dans des briefs créatifs, quoi, tout simplement. Ces briefs créatifs, je les produis. Et une fois que je les produis, je suis capable d'analyser les outcomes de ces visuels que j'ai produits, tout simplement, et de m'en resservir pour produire mon prochain brief. Ok. Peut-être qu'on peut rentrer en détail un petit peu sur ce que ça veut dire, en fait, utiliser la data et l'analyser. Comment est-ce que vous faites ça au labo ? Si je prends, par exemple, nous, les plateformes comme Meta, ce qui est ouf, c'est que dans le business manager, tu vas avoir vraiment tous les indicateurs qui sont associés à tes créas, le CPM, le ROS, le CPA, enfin bref, tous ces indicateurs qui te disent si oui ou non une créa est performante sur le papier. Mais ce que ça te dit pas, souvent, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans cette créa. Et donc nous, le travail qu'on va faire, il se situe souvent en amont, c'est de se dire, on va faire un étiquetage de ces créas. Par exemple, je sais pas, je produis 3 créas, il y en a une qui va mettre en avant un produit, l'autre va mettre en avant plutôt un visuel de marque, on va dire, et un autre qui va mettre plutôt en avant un témoignage client. À ces visuels, tu vas pouvoir apposer par exemple une étiquette qui va répondre à chacun à cet angle publicitaire. Et en fait, ça, tu vas le faire sur toutes tes créas, ce qui va te donner une somme de paramètres qui derrière, lorsque tu vas avoir de la dépense qui est faite dans Meta, nous, ça va remonter de façon agrégée, en mode sur cette étiquette, on a dépensé de temps, voici les résultats qu'on obtient. Et après, nous, ces résultats, on les analyse. Et puis, ça nous permet de dire, OK, à une marque, tu vois, quand on communique sur des témoignages, et ça, du coup, en cumulant toute la somme des dépenses sur toutes les créas qui ont l'étiquette témoignage, on voit que ça nous donne tel résultat. Et après, ce qui est très cool avec l'outil qu'on a développé avec la partie performance de Kudak, c'est que ça, on l'a à l'échelle d'une créa, on l'a à l'échelle des produits. Donc, c'est super intéressant pour des marques. Nous, on a des marques qui font beaucoup de compléments alimentaires. La plus grosse, ça va être d'Inveo. Ils en ont 120 des références, un peu plus de 120 même. Aujourd'hui, quand on communique pour cette marque, c'est très intéressant de leur dire OK, sur l'ashwagandha, on a tel niveau de performance, sur la whey, on a tel niveau de performance, sur tel produit, on a tel niveau de performance. Donc ça, c'est pour la partie produit. Ensuite, sur la partie axe publicitaire, c'est là où on va pouvoir vraiment isoler, là, c'est une UGC, là, ça parle des bénéfices produits, là, on est plutôt sur des pain points, là, on est plutôt sur... tu comprends l'idée. Et après, on a aussi sur les formats. Et donc ça, c'est super intéressant parce que tu as des marques aussi, tu vois tout et rien, quoi. Il y en a sur qui il n'y a que les vidéos qui fonctionnent, d'autres sur qui il va y avoir surtout le format statique, d'autres sur lesquels le carrousel est encore un format qui fonctionne, même si c'est plus quelque chose qu'on voit beaucoup sur les comptes. Toutes ces données, nous, on les prend, on se nourrit avec, et puis ça nous permet soit de pousser des axes, quand c'est pertinent de les pousser, soit d'en tester des nouveaux et justement de constater si ça fonctionne ou non, quoi. Est-ce que tu as peut-être un exemple de client sur lequel vous avez déroulé ce genre de process ? Pour pas repartir dans les compléments alimentaires, parce que ça c'est un peu l'exemple facile comme on en a plein. Là par exemple, on bosse pas mal aussi avec des marques qui sont dans la rénovation énergétique, et donc c'est super intéressant parce que par exemple on bosse avec EFI, et donc chez EFI, si on repart dans ces sujets de format, on s'est rendu compte, alors que c'est pas très instinctif, pour moi, tu vois, c'est une marque sur laquelle tu as besoin d'apporter pas mal d'informations, tu as besoin d'expliquer le concept. La rénovation énergétique, c'est pas un truc qui est très simple dans l'idée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut des vidéos sur lesquelles tu donnes beaucoup d'informations. Sur ce compte-là, c'est les statiques qui fonctionnent le mieux, on va dire. Donc en fait, déjà, à l'échelle des formats, c'est des choses qu'on applique, tu vois, du coup, ça veut pas dire, et c'est ça qui est important aussi dans l'analyse, ça veut pas dire qu'on va totalement couper les vidéos, mais ça veut dire qu'on va allouer quand même une bonne partie de nos efforts à produire des bonnes statiques parce que c'est sur ce format qu'on a des meilleures réponses. Si on va dans les axes publicitaires sur cette marque, par exemple, un truc que moi je vois dans beaucoup de comptes, c'est que mettre en avant de la preuve sociale, ça fonctionne super bien. Tu vas dans les compléments alimentaires, c'est ça.
dans la mode, c'est ça, dans la nourriture, c'est ça. Enfin bref, la preuve sociale, c'est un truc qui fonctionne quand même super bien en général. Sur cette marque-là, en l'occurrence, ça fonctionne pas. Toutes nos étiquettes témoignages, avis clients, etc., elles fonctionnent pas. Et en fait, pourquoi ? En fait, ça nous a permis de comprendre, grâce à ces données, que en fait, les gens, ils étaient pas réceptifs à ces messages-là, tu vois, de retour client, parce que eux, ils ont besoin de constater par eux-mêmes. Et en fait, en constatant par eux-mêmes, ça veut dire quoi ? Ils ont besoin de faire eux-mêmes leur simulation. Ils ont besoin eux-mêmes de rentrer leurs chiffres, de rentrer leur taille de maison, combien ils dépensent d'électricité, etc. Et qu'ils constatent par eux-mêmes que, OK, c'est ça le chiffre que tu vas avoir derrière. Et donc là, typiquement, preuve sociale contre simulation aux aides, en fait, l'aide à la simulation, c'est ce qui ressort à fond sur le produit. Ouais. J'avais une discussion avec Paul à un moment sur quand on réfléchissait à faire la formation. Et on voulait faire un truc très généraliste. Et on était toujours très mis mal à l'aise par le fait que c'est très compliqué de dire des trucs pertinents de façon généraliste, de dire telle créa c'est mieux, enfin les témoignages ça marche, les UGC ça marche. C'est très très dur. Donc en fait, l'objectif du creative stratégiste et du coup du creative data center, c'est de synthétiser des apprentissages. Je me demandais quelle part des apprentissages se situe à quelles échelles. Et en gros, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques au compte ? Est-ce qu'il y en a, tu remarques des choses qui sont spécifiques aux industries ? Ou est-ce qu'il y a même des bonnes pratiques que tu arrives à généraliser entre tous les comptes publicitaires ? Et quelle part si tu devais en fait pondérer un petit peu où se situent les apprentissages ? Ouais. En fait, déjà, on va dire, il y a quand même une base du métier de creative stratégiste et du coup qui va se situer à l'échelle de tous les comptes. C'est à une base de bonnes pratiques à respecter. Enfin, tu vois, à la fin, on fait du marketing. C'est important d'avoir, tu vois, un message généraliste sur ta marque. Tu vois, c'est important de montrer tes produits, etc. C'est important à l'échelle des formats, tu vois, de tester des vidéos, des statiques, etc. Tu vois, ça c'est vraiment le truc. Toutes les marques doivent le faire et nous, on pousse toutes les marques à le faire. Tu vois, il faut pas aller chercher, tu vois, justement des petits trucs trop optimes, enfin des micro-optimisations avant même d'avoir fait la base. Il y a des grandes règles. Il y a des grandes règles et ça, c'est important. Et après, nous, c'est vrai que le métier, on a de la chance d'être une agence, d'avoir accompagné beaucoup de marques. On a quelques croyances sur certains secteurs. Ces croyances, au début, on les développait beaucoup par rapport à justement à des bonnes pratiques, à des trucs un peu des hacks. Maintenant, on est beaucoup moins, on est plus centré sur, tu vois, du bon sens et aussi des comportements d'achat. Par exemple, si on va dans le secteur de la mode, tu vois, on accompagne Eden Park. Eden Park, tu vois, ça marche pas de mettre le petit avis client, Trustpilot, machin. En fait, quand tu achètes un vêtement, tu fais quoi ? Tu vas dans un magasin, tu fais les rayons, tu regardes, t'essayes, machin. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça s'achète un vêtement. Et en fait, tu vas pas réinventer la consommation de vêtements en ligne. Donc en fait, sur Eden Park, nous, notre rôle en tant que créa, c'est pas d'aller chercher le prochain hack qui va t'amener de la performance de fou, parce que ça n'arrivera pas. C'est en fait de reproduire ces comportements d'achat. Donc, tu vois, là, typiquement, un format carrousel, c'est très propice dans la mode. Donc dans la mode, tu vas montrer plusieurs tenues. Et en fait, tu vas espérer que la personne fasse comme si elle était dans un rayon, elle en regarde plusieurs, jusqu'à ce qu'elle en trouve une qu'elle aime bien. Dans la mode, tu as un comportement qui est... c'est pas un comportement, c'est la saisonnalité. Tu as la collection de printemps, la collection été, la collection hiver, etc. Ça, il faut être sûr que justement, le jour où tu as ta collection qui sort, tu le spécifies bien à tes audiences. Nouvelle collection hiver. Tu vois, et c'est pas très sorcier, mais c'est juste, faut bien reproduire, faut se calquer sur... le rythme de la marque et sur les comportements d'achat. Donc ça, c'est important. Et après, c'est ça. En fait, nous, notre travail, on a quand même ce socle de croyances, on va dire au sens large sur la publicité. On a ce socle de croyances un peu au niveau des secteurs qui sont basés plutôt sur des choses un peu évidentes, des comportements d'achat. Et après, à l'échelle de chaque marque, le Creative Data Center, il nous sert à faire ça, c'est apprendre des choses qui vont être un petit peu spécifiques à chacune d'entre elles. Et là, pour revenir dans le complément alimentaire, je pense que l'année dernière, on a dû accompagner entre 10 et 15 marques sur ce secteur. Dans leur portefeuille de produits, elles vendent toutes du collagène. En fait, d'une marque à l'autre, grâce à l'analyse et grâce aussi aux spécificités des marques, on a compris qu'on ne pouvait pas vendre le collagène de partout de la même façon. Par exemple, tu regardes chez une marque suisse qui s'appelle Bioventia, eux, ils ciblent plutôt des personnes seniors. Les seniors, tu leur dis pas que tu vas avoir une belle peau, des articulations. Tu vas adresser plutôt la pathologie de tu veux plus avoir de rides. Tu vas chez Nutri&Co, une marque qu'on accompagne pareil, c'est plutôt une marque qui s'adresse à des jeunes pas trop experts sur les sujets compléments alimentaires, tu vois, les consommateurs sont plutôt en mode découverte
et bien-être aussi. Ouais. Ils sont moins en mode pathologie. Bah là, ça va être plutôt, voilà, tu vas avoir une belle peau, te sentir bien, voilà, éviter les carences en collagène, les trucs comme ça. En fait, tu vois, ça c'est des trucs, si t'as pas le réflexe, le mauvais réflexe, ce serait justement de dupliquer d'une marque à l'autre ce truc-là. Et ça, c'est des choses que tu peux avoir spécifiquement grâce à l'analyse, quoi. Donc ça veut dire, en gros, si je comprends bien dans l'approche, tu me dis là où je me trompe, vous commencez avec, par reprendre le comportement d'achat qui est spécifique à l'industrie. Donc c'est du vêtement, ça s'achète d'une façon spécifique, le complément alimentaire selon les typologies, pareil. Et après, à partir de là, votre but, c'est de découvrir quels sont les insights spécifiques à la marque. C'est ça? Exactement. Ok. Et après, enfin, il y a quand même un truc qui est important, c'est on fait du marketing. À l'époque, on avait quand même un truc de faut tester. Tu vois, maintenant, on est plus sur une approche un peu raisonnée de voilà, tu comprends la marque, tu comprends ses points forts, tu comprends ses faiblesses, tu comprends sa cible, tu comprends un peu c'est quoi les comportements d'achat, etc. L'idée, c'est plus d'aller tout tester, tu vois, c'est quand même d'avoir un peu de bon sens et de se dire, ok, telle marque, tu t'adresses à des jeunes qui veulent découvrir tel complément alimentaire, ça sert à rien d'aller tester 40 formats différents, tu vois, faut quand même essayer de cibler et c'est ça qui est important et en fait toute cette data elle est là plus pour confirmer nos hypothèses que pour, tu vois, on n'est pas là en train de jeter des pierres et jeter de l'argent sur sur les plateformes jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui prenne, tu vois, et ça c'est important. J'ai vu beaucoup de fois dans des comptes publicitaires le fait que in fine, au bout d'un process de test, tu arrives souvent à une façon de vendre un produit dont tu n'arrives pas trop à te défaire. Ouais. Et tout finit par être un peu une variante du même truc, de la même façon de montrer le produit, du même argument qui marche sur beaucoup de personnes. Est-ce qu'il existe des cas contraires sur lesquels vous redécouvrez à l'issue d'un process de test une autre façon de le faire, ou alors est-ce que justement on reste sur une idée phare qui est à découvrir sur chacun, je sais pas, par typologie de produit, C'est une bonne question. Et en fait, souvent ça se joue à des micro-détails, tu vois. Mais si je prends par exemple, là j'ai en tête un de nos clients qu'on a accompagné, c'est sur des services B2B là, qui s'appelle Skello. En fait, Skello, ils sont arrivés avec une bonne croyance de vendre leurs produits de façon un peu généraliste, tu vois. Et nous, dans notre façon de tester, etc., ce qu'on a découvert, c'est que c'était beaucoup plus intéressant de vendre le produit sur Meta, hein, parce que je crois que sur Google, c'était pas le cas, mais après, je veux pas trop m'avancer parce que j'ai plus le détail en tête, mais sur Meta, c'était plus intéressant de segmenter par corps de métier, tu vois, d'avoir des messages spécifiques. Et donc là où au début, tu vois, on produisait des badges de créa très généralistes sur, ok, c'est quoi Skello, les bénéfices, etc. Après, on produisait, on va dire, moins de créa, mais qui répondait plus à des templates sur lesquels chacun de ces templates venait adresser un cœur de métier. Donc par exemple, ok, là, ça allait être restauration. Là, ça allait être supermarché, tu vois. Là, ça allait être machin. Et du coup, tu vois, c'est ça qui est intéressant souvent avec ces trucs, c'est que tu te rends compte que parfois, en fait, ça se joue à un petit détail. Et ça, tu le vois que dans l'analyse, quoi. C'est important et c'est dans le test. Et parfois aussi, ça leur permet de challenger aussi leur façon de faire chez les marques, tu vois. Et c'est ça qui est cool avec la data. J'ai un certain nombre de questions que je suis allé relever qui étaient en fait les questions un peu classiques qu'on nous pose, qui sont un peu souvent des questions que posent des gens qui se lancent en créative stratégie qui connaissent pas vraiment, donc je voulais les traiter pour qu'on puisse répondre aux gens dans l'audience qui se posent ces questions-là. Notamment une question qui revient souvent, c'est combien est-ce qu'il faut de créa, et de quels facteurs c'est dépendant, et comment est-ce qu'on répond à ces questions, est-ce que c'est une bonne question, est-ce que c'est pas une bonne question, et si oui ou non, pourquoi? Ça, c'est la meilleure question, ça. Non, c'est pas, en fait, c'est pas une excellente question parce qu'en fait, c'est penser que tout le monde fait de l'acquisition pareil avec les mêmes attributs, les mêmes paramètres, etc. Et en fait, déjà, quand tu dépenses, tu vois, le premier paramètre, c'est combien est-ce que tu dépenses. Si tu dépenses 3 000 € et si tu dépenses 100 000 € par mois sur ton compte pub, a priori, si tu diffuses toujours les 3 mêmes créas, ça risque de mal se passer dans une situation et un peu mieux dans une autre situation. Donc, en fait, il n'y a pas un bon nombre de créas. La question qu'il faut se poser, c'est quoi les messages que je veux faire passer ? C'est quoi les objectifs que je souhaite couvrir sur ces plateformes? C'est très centré méta ce que je raconte, mais par exemple, sur méta, si tu fais juste des campagnes de conversion, on va dire assez classiques, tu vois, tu vas avoir certains messages qui vont te permettre de couvrir tous les points en fait de tes produits, de ton service, etc. Et t'en as d'autres qui font aussi du branding, il y en a qui font aussi de la génération de leads, de l'inscription de la newsletter, des boosts de posts, etc. Là, évidemment, il va te falloir plus de créas pour couvrir tout ça, parce qu'en fait, chacune de ces créas vont parler d'un truc différent, vont avoir un objectif différent in fine. Donc en fait, il n'y a pas
il n'y a pas de bon nombre de créas. Le bon nombre de créas, c'est combien est-ce que tu as de messages à faire passer, quel produit tu as envie de vendre sur cette plateforme, quel objectif tu te donnes. Et après, c'est côté media buying, évidemment, ça sert. Si tu dépenses 3 000 € et que tu as 40 messages à faire passer, en fait, juste tu vas uploader 40 créas et elles vont pas du tout. Enfin, il y en a 2, 3, 4 qui vont dépenser. Donc, c'est un peu de machine à faire en interne et s'assurer que voilà, tu es sûr que tu n'as pas produit plein de créas sur lesquels il n'y a pas de dépenses et qui donc sont pas vues. Et donc voilà, c'est un peu... Pour récapituler peut-être pour nos auditeurs, il y a des grandes variables qui sont le budget, tu vois, par exemple, c'est pas exhaustif, le nombre de produits, la saison, les promos, et tous les messages publicitaires aussi que tu veux faire tester, ce qui sont en fait comme des foies, c'est-à-dire un peu des arbres, et qui peuvent faire qu'à budget égal, tu peux avoir 10 fois plus de créa à tester sur un compte que sur un autre. Donc la question combien est-ce qu'il faut de créa, un peu compliqué d'y répondre, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut y réfléchir. Seconde question, c'est quoi une bonne créa? C'est tout simple, hein, t'as une créa, tu veux faire quoi? Tu veux... ton objectif, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Ton client, c'est telle personne, il est sensible à tel message. Une bonne créa, c'est la créa en fait qui visuellement et textuellement, on va dire, lui fait passer le bon message, qui l'incite à faire la bonne action derrière. Et après, ça se fait évidemment avec le travail des médias buyers derrière, c'est qu'elle soit diffusée à cette personne, quoi. C'est pas plus bête que ça, en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, il y a eu longtemps ce truc-là de... Ouais, faut faire des UGC. Personne n'a jamais réussi à répondre à la question pourquoi faut faire des UGC. Une bonne créa, c'est juste la créa qui fait passer le bon message à la bonne personne, quoi. Ok. En fait, c'est la créa qui accomplit l'objectif que tu attends d'elle. Parce que cette question-là, en fait, ce à quoi elle appelle, c'est un peu à l'état de l'art, je pense. Elle demande qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, c'est quoi une bonne créa, qu'est-ce que ça doit montrer. Donc il y a des gens, en fait, le piège ici, c'est de se lancer trop vite, je trouve, dans une réponse de... Une créa doit, montrer un bénéfice, puis une preuve, etc. En tout cas, c'est vraiment... Si la réponse à la question, c'est que c'est pas une bonne façon. Je pense que c'est pas posé avec les bons présupposés. Je trouve ça beaucoup plus facile de trouver des idées, en tout cas, moi, quand j'y réfléchis, en réfléchissant aux consommateurs. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est devant un putain de site e-commerce, ou elle est sur Instagram, ou sur YouTube, etc. Quelle serait la raison pour laquelle elle accepterait de quitter ce qu'elle est en train de faire pour aller... faire l'action que je suis en train de lui demander. Donc, soit mater ma vidéo, et voilà. Enfin, je sais pas si t'as un truc à compléter là-dessus. Ouais, c'est ça, qu'elle se sente concernée par ce qu'elle voit et qu'elle se dise, OK, j'ai envie d'y aller. Et c'est ça qui est important. Et en fait, c'est souvent les gens qui posent cette question, comme tu dis, c'est des gens qui, en réalité, ils posent pas cette question. La question qu'ils posent, c'est comment je fais pour avoir une créa qui a 2 fois plus de ROS que les autres, que celle que j'ai déjà sur mon compte, quoi. Et encore une fois, cette question-là ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tendances, qu'il n'y a pas des choses qui sont plus consommées par les utilisateurs, mais en tout cas, la bonne façon d'y répondre, je trouve, enfin, la façon plus facile de trouver, c'est de se mettre sur le prisme de l'utilisateur. Sur quoi est l'attention aujourd'hui? Où est l'attention? Quel type de format? Du court, de la vidéo, du statique, etc. Et de répondre à cette question-là sur ce que doit dire ma pub, c'est une version publicitaire de ce que les gens consomment déjà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est super important ce sujet parce que, tu vois, moi, je l'ai souvent en appel d'offres ou en appel de découverte, enfin, quand on parle avec des prospects, ils te challengent beaucoup sur la partie performance des créas. Et ça, c'est un peu le problème, c'est qu'ils veulent toujours faire passer un message de marque hyper inspirant, qui met bien en valeur la marque, voilà, qui leur sert d'un point de vue notoriété, image, que les gens adhèrent en fait à la marque. Et en face, ils te disent, mais je veux qu'elle soit super performante. Et en fait, la réponse à ça, souvent, c'est, en fait, tu veux une créa super performante, marque 50% moins cher, et là tu verras, elle sera super performante, quoi. Tu vas avoir plein de gens qui vont venir sur ton site, qui vont acheter plein de trucs, et du coup si tu t'en réfères à c'est quoi une bonne créa par rapport à son niveau de performance, en fait la créa qui met en valeur ta marque, qui est là juste dans un objectif de faire justement découvrir ta marque, bref, un peu de la notoriété, quoi, c'est pas parce qu'elle a pas de performance que c'est pas une bonne créa, quoi. C'est juste que quand les gens regardent ça sous le prisme de la performance, ils sont très attaché aux chiffres, et quand tu es attaché aux chiffres, il n'y a rien de mieux que de faire une grosse promo. Je crois que c'était Rory Sutherland, donc le mec d'Ogilvy, qui disait qu'on ne paye pas une agence de pub pour nous dire que mettre une réduction, ça fait vendre. Ouais. Question suivante, posée par nos auditeurs. Quels sont les KPI importantes à regarder pour analyser une créa? Donc, j'en reviens au point juste avant. Mais du coup, déjà, en fait, selon l'objectif de cette créa, tu ne vas pas regarder la même chose. Si ta créa elle a pour vocation à faire de la conversion, ce que tu vas regarder, c'est forcément le coût par clic, tu vois. Enfin, une fois de plus, tu vois, t'as beaucoup de personnes qui parlent de CTR, mais nous, on regarde plutôt le coût par clic au labo, parce que le CTR, il te dit pas combien t'as payé ton audience en face. Enfin, si tu payes 20 € ton CPM parce que t'es sur l'audience la plus qualifiée du siècle,
évidemment que tu vas avoir un CTR qui est super haut, à contrario d'un CPM très bas sur lequel tu diffuses sur des audiences très larges. Bah ouais, si tu as 0,5 de CTR, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Donc nous, c'est pour ça qu'on regarde plutôt des valeurs absolues comme le CPC, parce que ça, c'est quand même un bon indicateur. Après, on regarde quand même la partie conversion, donc CPA, ROS, etc., parce que ça donne quand même un bon indicateur de est-ce que le message... Enfin, c'est très bien, pareil, de faire des trucs très putaclic qui renvoient les gens sur les sites. Si derrière, ils convertissent pas, peut-être qu'il y a un problème dans le message. Et après, on regarde parfois des métriques un peu plus intermédiaires. On va regarder le CPM pour savoir si notre créa... Elle a quand même un peu de viralité, des choses comme ça. Enfin, parfois, tu notes on va dire des points là-dessus qui peuvent être intéressants, mais en général, on regarde quand même ces trucs-là. C'est CTR, enfin CPC et conversion, enfin CPA ou ROS. Et après, le truc qu'on va quand même regarder, enfin, j'en ai pas parlé parce que du coup, c'est pas vraiment une métrique, mais c'est quand même une métrique. C'est combien est-ce que tu dépenses sur chacune de tes créas. Enfin, du coup, ce serait plus le volume d'impression, quoi. Mais la dépense publicitaire, c'est super important, quoi, parce que les algos aujourd'hui dépensent sur les créas qui sont appréciés par leurs audiences. Donc ouais, on regarde ça principalement. Une question qui suit souvent cette question-là, la question des KPI, c'est quoi un bon taux de clic, c'est quoi un bon CPC? Est-ce qu'on peut expliquer parce que c'est compliqué de répondre à cette question? En fait, c'est quoi les bons taux? C'est les taux qui répondent à ton équation économique, quoi. Nous, on a accompagné des marques sur lesquelles on vendait des produits. On n'en a plus trop en ce moment en portefeuille, mais à un moment, on avait par exemple... il me semble que c'était Rack, des trucs des gym, home gym, où tu achetais des bras articulés, enfin des trucs pour faire ton sport à la maison. Leur panier moyen, c'était entre 2000 et 3000 euros. Bah, en fait, pour eux, un CPA à 300-400 euros, c'était pas grave, quoi. Alors que va dire un CPA à 300-400 euros à quelqu'un qui vend des savons à 10 euros, tu vas bien t'entendre avec ton client. Et en fait, c'est là aussi où je trouve que notre métier, il est super intéressant et je suis content qu'il évolue dans cette direction. C'est que nous, aujourd'hui, les créatifs stratégistes, ils sont plus là pour faire les artistes, tu vois. Ils sont plus là pour dire à une marque vendre du rêve, faire des jolies productions, etc. Non, aujourd'hui, les créatifs stratégistes, ils sont un peu soucieux de ton business. Ils comprennent en fait c'est quoi ton objectif. Ils sont pas dans la maîtrise parfaite des chiffres parce qu'on reste des créatifs, etc. Mais tu vois, nous, ils comprennent les métriques qui sont renvoyées sur le BM et ils comprennent quand ça fonctionne ou que ça fonctionne pas avec ton business. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir 15 métiers pour comprendre tout ça. En fait, tu as juste des personnes qui sont assez pluridisciplinaires et qui arrivent à comprendre ça. Et donc, je pense que c'est ça aussi le luxe de ce métier, quoi. Un truc auquel je pensais sur la partie KPI et notamment quels sont les benchmarks sur CTR, CPC, etc. Donc évidemment que tu as expliqué pourquoi c'est des questions qui sont très compliquées. Enfin, c'est compliqué de donner des réponses généralistes. On pourrait reprendre ces échelles-là et peut-être que d'ailleurs ça serait plus pratique de dire si tu isoles le panier moyen, l'industrie et peut-être une maturité de clients, peut-être que là tu pourrais à la limite donner une réponse, mais c'est toujours très compliqué de donner des réponses générales. Ce que je voulais dire, c'est que ces métriques-là ont une utilité, je trouve, c'est quand elles sont utilisées en relatif, c'est-à-dire telle créa a un meilleur CTR que telle autre créa. Même chose sur les vidéos, je sais qu'on regarde aussi beaucoup au labo le temps de visionnage moyen et de regarder de manière générale où est-ce que quand tu veux améliorer une créa, où est-ce que ça a merdé en fait, est-ce que la personne n'a pas cliqué, est-ce qu'elle s'est pas arrêtée, est-ce qu'elle a pas arrêté son scroll et toutes ces choses-là qui sont après dans une sous-catégorie des créas qui est la vidéo. Mais c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Je voulais compléter, alors je regarde qu'est-ce que j'avais d'autre, j'avais une question qui était est-ce qu'il faut faire des images ou des vidéos? Je pense que parce qu'on vient de se dire, il n'y a pas forcément besoin de rajouter beaucoup plus de trucs, je sais pas si tu veux compléter, mais... C'est vraiment un truc, c'est du cas par cas. Et juste nous, le truc sur lequel on bosse quand même, c'est qu'on part du principe que tous les formats ont un peu leur fonctionnalité. Tu vois, par exemple, c'est juste de se dire, ok, bah, sur une statique, évidemment que tu feras jamais passer le même niveau de message que sur une vidéo de 30 secondes. Sur une vidéo de 30 secondes, tu vas pouvoir faire passer un nombre de messages super importants qui vont servir une autre fonctionnalité que justement une simple statique. Et en fait, sur tous les comptes, tu vas avoir... des cas particuliers, mais par contre là on travaille beaucoup sur ce sujet des formats, c'est de se dire par exemple quand tu as une marque sur laquelle tu vas avoir que des statiques qui fonctionnent, tu vois quelque part il y a un peu un côté c'est pas normal, tu vois. Si cette marque là elle a quand même des messages à faire passer, il faudra quand même tôt ou tard trouver une façon de construire des vidéos qui permettent de faire peut-être de l'acquisition, tu vois. Si c'est une marque un peu complexe et qui a besoin de faire passer plusieurs messages pour que les gens comprennent, donc en fait c'est une fois de plus c'est pas est-ce qu'il faut faire des vidéos, est-ce qu'il faut faire des statiques, c'est est-ce que tes messages, quand tu veux adresser quelqu'un qui ne te connaît pas, est-ce que tes messages ils rentrent dans une statique, oui, non, et sinon en fait
et que sur ton compte, il n'y a que des statiques qui fonctionnent, dans ce cas-là, pose-toi la question de pourquoi mes vidéos ne fonctionnent pas. Et donc, c'est ça qui est super intéressant, quoi. C'est de travailler sur... C'est pas, en fait, est-ce que il faut faire des statiques ou des vidéos, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans une statique, qu'est-ce que je dois mettre dans une vidéo, quoi. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'avais une question que je voulais te poser au tout début, que j'ai oublié. C'était un peu de la prise de hauteur sur ce qu'était une bonne stratégie créative, en fait, au sens large. Est-ce que tu estimes que tu as déjà répondu dans les autres questions ou... Ouais, mais je peux remettre un point, et ça, c'est un point qui est super important, parce que notre vision, elle a pas mal évolué là-dessus, nous. Là où il y a 4 ans, quand on s'est construit, on était un studio créatif qui faisait des créas performantes pour les social ads. Aujourd'hui, nous, notre positionnement, il est plus marketing, et c'est de se dire, on est un studio créatif qui aide les marques à parler à leurs clients et à leurs futurs clients. Donc, tu vois, en fait, déjà, parce qu'aujourd'hui, on fait plus seulement juste des social ads. Et spécifiquement, avant, on faisait vraiment que du méta. Donc, maintenant, même, on va faire du YouTube, du Google, etc. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que c'est un truc que Paul a très bien expliqué. Donc, Paul Maher, dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Kudak, qui est celle du Kudak Tour, il explique que justement, il y a en performance, lui, il voit la somme des audiences d'une marque comme tu as des cercles de clients qui sont déjà clients chez toi, d'autres qui te connaissent très bien mais qui ne sont pas clients chez toi, d'autres qui ont entendu parler de toi mais qui auraient besoin de plus pour demain devenir tes clients, et d'autres qui ne te connaissent pas du tout. Et lui, du coup, ce qu'il met, c'est des régies en face de tout ça. Nous, côté créa, en fait, une bonne stratégie créative, on considère que c'est une stratégie qui te permet d'adresser chacun de ces cercles avec la bonne créa, le bon message, le bon format. Et donc c'est ça une stratégie créative. C'est juste, si demain ton objectif c'est simplement de faire du réachat sur tes clients, dans ce cas-là, il faut que toutes tes créas répondent à cet enjeu-là. Si demain, tu as envie que tes créas te permettent d'aller toucher ces personnes qui ne te connaissent pas, il faut que tu aies des créas qui permettent d'apporter ces messages autour de ta marque. Si demain, tu as une audience qui est super chaude mais qui ne convertit pas, il faut que tu sois capable, que ta stratégie créative, elle soit là en mode... elle réponde à la question, en fait, qu'est-ce que cette personne elle a besoin que je lui montre comme créa pour devenir mon client. Et donc, c'est ça une bonne stratégie créative. C'est une stratégie créative qui répond à tous ces enjeux en fonction de tes objectifs en tant que marque, quoi. Merci pour la clarification. Je te pose la toute dernière question qui était dans ma liste des questions les plus posées. Tous les combien de temps faut-il changer ses créas ? Celle-là, c'est la fameuse ads fatigue. Ouais. Bon, ça, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on est désolé d'en avoir parlé aussi longuement. Mais non, ces trucs-là, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, l'ads fatigue, c'est pas un truc qui existe. Aujourd'hui, il faut changer ses créas déjà quand tu as une bonne raison de les changer. Si elles ne fonctionnent plus du tout, peut-être que c'est l'occasion de les changer. Si tu sens que en fait, dans ton mix créatif, tu ne couvres pas justement tous tes messages clés, on va dire, qui te permettent de répondre à tous tes enjeux dont je parlais avant, il faut être capable en fait, de se poser et de se dire « Ok, je vais produire des créas qui répondent à tout ça ». Et après, le truc le plus important, c'est d'avoir un rythme un peu dans sa communication. Et donc, tu les changes quand tu as besoin de les changer. En fait, si à la rentrée, tu as une opération, il faut que tu aies changé tes créas pour cette opération. Si ça fait 1 an que tu as les mêmes images et que tu en as produit des nouvelles récemment dans un shooting, c'est le moment de les changer et de les mettre à jour. Donc, en fait, c'est un peu comme combien il faut que je mette de créas sur mon compte. C'est en fait, il faut que tu aies une raison de les changer. Et ces raisons-là, ça peut être de la performance, des opérations, de la nouveauté, un manque de, justement, une faille dans les messages que tu fais passer à tes audiences, un nouvel objectif que tu as. Donc voilà. Parce qu'en fait, les gens posent aussi beaucoup cette question dans le contexte pour comparer les plateformes. Ouais. Et où il y a un peu cette idée qui est là depuis longtemps, qui est que par exemple sur TikTok, les créas se crament assez vite. Elles fonctionnent et puis après tout à coup elles fonctionnent plus. Et donc sous prétexte qu'il faudrait changer ces créas plus souvent sur TikTok que sur. Enfin, ma question en fait généralement c'est est-ce qu'il existe comment est-ce que vous raisonnez vous quand il s'agit de décliner des formats sur plusieurs plateformes? Comment est-ce que vous pensez les stratégies pour vos clients? Une fois de plus, c'est toujours très spécifique à chaque compte. Moi, pour avoir accompagné certaines marques sur Meta, parfois tu voyais que les créas, au bout de 2 mois, elles commençaient à fatiguer un peu naturellement. T'en as d'autres, tu vois, des créas qui tournent depuis 2 ans sur le compte, il y a full preuve sociale dessus, etc. Donc en fait, nous, on se calque déjà sur ce que les clients nous donnent comme information de base. En termes de rythme, tu vois, c'est très important pour nous de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'ils fonctionnent quand on commence à les accompagner. Et après, on va dire que dans la pratique,
Si par exemple on fait une campagne, qu'on la décline et sur Meta et sur Snapchat et sur TikTok, si on voit que systématiquement sur TikTok ça se crame super rapidement, dans ce cas-là, nous ce qu'on va suggérer à la marque, c'est peut-être qu'il faudrait augmenter le volume de créa sur TikTok. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, nous au labo, nos accompagnements, on dit qu'ils sont sur mesure. C'est que souvent on part avec une base et dans la pratique, on les fait très rapidement évoluer. Sous 2-3 mois en général, on se repose avec la marque et on dit écoute, là je pense que ce qu'on t'avait préconisé en tant que créa c'est trop, on va diminuer. Là ce qu'on t'avait préconisé c'est pas assez, on va essayer de faire plus de formats, plus de déclinaisons. Et à la fin justement c'est... En fait nous notre objectif c'est pas de vendre plein de créas et je pense que souvent c'est ça le problème avec ce message quand tu dis faut tester plein de trucs, faut changer les créas tout le temps, etc. Nous, notre objectif, c'est pas de vendre plein de créas. Nous, à la fin, c'est juste d'avoir un truc qui est cohérent avec les besoins de la marque et les exigences des plateformes sur lesquelles elles sont en train de les diffuser. Et après, il y a quand même toute une boîte noire d'un compte à l'autre. Tu sais pas pourquoi cette créa sur ce compte, elle dure 6 mois. Celle-là, tu sais pas pourquoi elle a duré 2 semaines. Donc après, c'est de la bonne intelligence et de la flexibilité. Et on en revient au point numéro 1, on a besoin de vélocité dans tout ça. Donc nous, c'est un peu ce qu'on sait faire à pratiquer. Écoute, très bien, on va pouvoir conclure là-dessus et je peux te poser peut-être une toute dernière question. Est-ce qu'il y a des marques dont toi t'aimes bien les créas et que tu aimerais recommander à nos auditeurs? À la base, je voulais être un artiste, quoi. Donc moi, je suis très fan des belles productions. Donc tout ce qui est Asphalt, honnêtement, j'ai toujours trouvé ça magnifiquement fait. Parce que, tu vois, toutes leurs créas sur YouTube, les longs formats, etc., moi, j'ai toujours cette croyance sur tu vois, les comportements d'achat. Sur la partie mode, c'est un t-shirt, en fait, quand tu commences à dire aux gens, 75% coton, produit machin, en fait, si le t-shirt, il est pas beau, ça enlève tout. Asphalt, j'ai l'impression que grâce à leurs vidéos et leur façon de les produire, ils arrivent à te faire aimer un t-shirt, même s'il t'avait pas sauté aux yeux à la base, parce qu'ils arrivent à raconter tellement une belle histoire autour de ça, que c'est cool. Et l'autre marque que j'aime bien, mais pour le côté aussi... tu sens qu'ils se creusent la tête, c'est aussi Boku. Boku, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Parce que même chose, tu vois, ils ont mis beaucoup d'efforts dans leur stratégie créative, tout tourner autour de l'humour, faire des formats, tu sais pas d'où ils ont trouvé les idées. Et ça, je trouve ça cool parce que je trouve que ça marque un peu les esprits, quoi. Très bien. Écoute, on va pouvoir s'arrêter là. Guillaume, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Théo. Si vous voulez passer par le labo, ou vous avez des questions sur vos créas, vous voulez faire challenger votre stratégie créative, ça se passe sur le lien en description. Vous serez bien reçus. Et puis, on se donne rendez-vous... Alors, c'est pas un format hebdomadaire, je peux pas vraiment vous dire rendez-vous la semaine prochaine. Dans le prochain épisode des Brutes Acquisitions. Salut à tous.